Et merci d'être fidèle au programme de Canal Algérie. Bienvenue à vous dans ce numéro spécial, exceptionnel de votre émission Ciné Thématique. Vous avez les salutations de tout le staff du studio 7 de Canal Algérie. Ce soir, nous allons ouvrir ce dossier brûlant qui concerne les dépassements, voire la violation ou les violations des droits et règles internationales du droit humanitaire par le régime du Makhzen à l'égard du peuple sahraoui. Le Maroc n'hésite pas à pratiquer les pires exactions contre des militants sahraouis pacifistes. On parle de persécution, de kidnapping et de violence, de torture ou encore même d'assassinat. Le régime marocain brise les liens familiaux, les casse et tout simplement veut les détruire. Nous recevons ce soir Madame Claude Mongin-Asfari, militante des droits de l'homme, qui se bat depuis plus de 10 ans pour libérer son époux, Naama Asfari, militant pacifiste sahraoui. Et elle mène un combat pour faire valoir le droit, bien sûr, à l'autodétermination du peuple sahraoui, sa liberté, mais aussi elle sensibilise à travers le monde la question du peuple sahraoui et son oppression et sa colonie, la dernière colonie en Afrique. Bien sûr, dans le silence total des médias lourds, parce qu'il y a une omerta, le couvercle est posé sur cette question. Nous allons tenter, bien sûr, d'en savoir plus, parce qu'elle est présente avec nous. On lui souhaite la bienvenue. Bonsoir, Madame Claude, parmi nous. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à tous. Merci d'être là, merci d'avoir accepté l'invitation de Ciné Thématique. C'est le cinéma qui nous a rencontrés, parce que c'est une émission qui parle de cinéma, de documentaire, et un documentaire qui est là, qui s'intitule « Dis-leur que j'existe, une histoire sahraoui ». C'est le documentaire qui raconte cette difficulté, ce parcours très très difficile, cette trajectoire pleine de problèmes et de souffrances pour vous, puisqu'il s'agit de votre mari qui est incarcéré dans les prisons marocaines. La première question qui me vient à l'esprit, c'est d'abord, comment allez-vous personnellement? Parce que quand on parle de vous, on parle de ce début de problème à partir de cette répression marocaine dans le camp des réfugiés sahraouis d'Imzik en novembre 2010, parce qu'il y a eu précédemment, bien sûr, d'autres persécutions pour tout simplement déloger les Sahraouis de leur terre. C'est juste près de l'Aïn occupée. Et puis, il y a eu arrestation arbitraire, puis emprisonnement, puis on entend parler de torture, on entend même parler d'assassinat de ceux qui ont subi la mort dans ces prisons marocaines. Et puis à votre combat, à vous, comment vous portez-vous depuis ce temps-là? Plus de 10 années de combat. Je me porte plutôt bien parce que c'est un beau combat, un combat pour la justice et la liberté. Et c'est une cause noble, c'est une cause juste, et je la porterai jusqu'au bout, pas seulement pour mon mari, mais aussi pour tout le peuple sahraoui qui depuis 48 ans se bat, qu'il soit dans les territoires occupés ou dans les camps de réfugiés sahraouis. C'est un peuple qui est résilient, et vraiment ça vaut le coup de se battre pour eux, mais aussi pour faire appliquer ce droit international qui a été mis en place après la Deuxième Guerre mondiale et qui est allègrement bafoué par le Maroc et ses complices. Alors vous qui êtes éducatrice, vous êtes dans l'enseignement, c'est ça, en région parisienne, vous êtes née en France et vous allez découvrir cette question du peuple sahraoui, la question du Sahara occidental, bien sûr à l'ombre de cette omerta, parce qu'on n'en parle pas beaucoup dans les médias occidentaux, comme on dit. Comment vous avez découvert ça? Quelle a été tout de suite votre impression sur le champ? Disons que j'ai découvert un beau jour la cause sahraoui, comme tous les Français la découvrent un beau jour, puisqu'il y a 99% des Français qui ne connaissent pas cette question, tout simplement parce que toute l'historiographie française et universitaire nous a toujours parlé d'un Maghreb français avec la colonisation française. Or, il y a un État qui était le Rio de Oro, le Sahara espagnol, dont on n'a jamais entendu parler. Et donc c'est pour ça que, bien sûr, on avait entendu parler du Polisario
du temps de la guerre, mais comme toujours, quand il n'y a plus de guerre, on ne parle plus des choses. Et quand je passe ce film, très souvent, les gens disent « Ah bon, le Polisario, ça existe encore, cette question n'est pas réglée ». Donc c'est comme ça que quand j'ai été embauchée par une grande ONG française et que j'étais chargée de mission Afrique du Nord et Afrique de l'Ouest, les premiers qui sont venus me rencontrer, c'était le responsable du Front Polisario en France, M. Baba Sayed, avec Mme Régine Villemont de l'Association des Amis de la République arabe sahraoui démocratique de France, et qui venait me voir parce que ça faisait un an que mon poste était vacant et que le CCFD Terre Solidaire, comme on l'appelle, Comité catholique contre la faim et pour le développement, soutient depuis l'origine la lutte du peuple sahraoui et en particulier l'organe de presse de cette association qui s'appelle Sahara Info, qui existe depuis 1975 et donc c'est une source de référence très importante. Donc voilà, j'ai commencé à participer au combat aux côtés de cette association. Comme j'étais aussi en parallèle responsable de l'association des guides de France, le scoutisme féminin français, j'ai pu accueillir dans les camps français, les camps d'été, les enfants sahraouis dans nos camps, puisque en France, il y a à peu près 120 enfants qui chaque année sont accueillis en France au cours de l'été pour les sortir de la fournaise de Tindouf. Et donc, entre des associations et des municipalités, on arrive à recevoir pendant les 2 mois d'été seulement 120 enfants, parce qu'on n'a pas beaucoup d'associations ou de mairies qui nous soutiennent, mais par exemple, il y a eu jusqu'à 5000 enfants reçus en Espagne, dans l'ancienne colonie. Ouais, et vous continuez à le faire, et vous continuez à faire ce travail de sensibilisation, de transmission de valeurs, parce que là, on transmet les valeurs de solidarité, d'entraide, et pouvoir... en 2023, se débarrasser complètement de ce phénomène démodé qui s'appelle la colonisation, et que vous continuez avec bien sûr ce port de ce t-shirt là où il y a un dessin d'un célèbre dessinateur, Oreste Zevola, je ne me trompe pas, et ça se passe en Italie. Ce sont les Italiens qui confectionnent ces t-shirts comme celui que vous portez, et on les vend pour accueillir les enfants sahraouis qui sont accueillis par Naples. Pour les enfants, c'est magnifique. Alors grâce justement à ce travail qui a été accompli, celui du documentaire Dis-leur que j'existe, nous avions pu ressortir des extraits parce que vous nous avez promis d'intervenir auprès des producteurs pour que Canal Algérie puisse le diffuser dans son intégralité. Nous y travaillons ensemble et on promet à nos téléspectateurs que ce documentaire va être diffusé en exclusivité sur Canal Algérie, pourquoi pas en prime, parce que c'est un documentaire qui n'a pas bénéficier de cet appui sur les télévisions en Occident, avec bien sûr toute notre équipe, Nabil Tribèche et Hassiba Hasnaoui. Bien sûr, nous avons choisi des extraits et on va bien sûr partir vers cette répression qu'a connu le peuple sahraoui, justement avec des musiques. C'est un souvenir pour vous qui reste très très difficile. C'est de la tristesse que vous portez sur cet événement-là, ce jour-là, où on y voit bien sûr cette répression violente de la police marocaine, avec bien sûr ce peuple qui pleure sa terre et qui est en errance parce qu'il ne sait plus où aller et il ne sait plus à quel sein se vouer. On va regarder ces images, mesdames et messieurs, on revient juste après pour débattre avec Madame Claude. الصمود والثبات على الصمود ولا خالق شي ثاني درك يقد يوصى به حد في المخيم ولا خارج المخيم الا مبدا والله شعار الصمود والثبات. هدف منها هو عن ما تمتس ثبات وصمود الصحراويين، وعن ما ولا قد حد يزعزعنا لا باستماره ولا بشيء ثاني. الصمود والثبات هذول قايسين دايره ثاني. صحراويات Lui aussi, il est en train de nous filmer. Ouais.
بلاتي بلاتي قولي اخبار المخيم اخبار المخيم ها الناس المخيم حيانا لا ننسى كتصور صور انا الناس ماشي راكم ولا شو وقع في المخيم صار معهم Estamos pidiendo el referéndum para el Sahara. Que se vaya Marruecos la mierda. Hoy es su último día de vida en el Sahara. Ciudad de Layún, hay una intifada en este momento, diferentes barrios de la ciudad de Layún están ahora mismo más importantes de discusión, por favor. Bien sûr, avec Madame Claude Mongin, on parlait autour de ces extraits-là. Vous me dites que ce sont des images rares, filmées par un Mexicain, une Espagnole qui était sur place, et que ces images vous évoquent deux choses. L'une, c'est bien sûr cette persécution que subit le peuple occupé, sahraoui bien sûr. Et puis, c'est le début du périple et des problèmes et de toutes les souffrances de votre famille, et notamment celle de votre époux qui va connaître une arrestation arbitraire au milieu de la nuit, le soir. La veille. Et la veille, alors qu'il n'était même pas sur les lieux de ces événements tragiques. Et pourtant, il va être considéré comme l'instigateur de l'assassinat des 11 agents des forces de sûreté marocaines qui auraient été tués, et comme un criminel. Et donc, effectivement, pour quelqu'un qui était arrêté la veille, vous voyez comment le montage, et après 2 procès, on continue de dire que ce sont ces Sahraouis-là qui ont tué les agents des forces de sécurité, alors qu'il n'y a jamais eu de flagrant délit, et qu'en fait, les 25 prisonniers qui ont été arrêtés au fur et à mesure jusqu'au 26 décembre 2010 sont en fait tous des leaders d'opinion et des responsables d'associations des droits humains contre le pillage des ressources naturelles, pour les droits de l'homme sahraouis, et que c'est pour ça qu'ils ont été ciblés et arrêtés et transférés à bord d'un avion vers Rabat, et qui se sont tous retrouvés à la prison Saki de Salé, sans le savoir d'ailleurs qu'ils étaient ensemble, puisque c'est plusieurs semaines après, quand j'ai eu le droit d'y aller, que Nama m'a demandé où sont mes camarades. Je lui ai dit, ils sont tous là, et je les ai cités un par un. Et il a dit, alors donc, ils sont tous arrêtés, tu dois prévenir les avocats, tu dois prévenir la presse internationale pour nous sortir d'affaires. Ça veut dire, ce que vous nous dites, c'est que la justice du régime marocain, elle bafoue les règles les plus élémentaires. C'est-à-dire, vous nous dites qu'il n'y a ni preuve, ni flagrant délit. Il n'y a rien qui dit que ces personnes-là étaient présentes sur le lieu des événements. Exact. C'est vraiment, ils ont été ciblés parce que justement, ce sont des porte-paroles de leur peuple, et pas pour les crimes pour lesquels ils sont condamnés. Et ils ont été torturés. Nama a été arrêté donc la veille de l'assaut des forces de sûreté marocaines le 8 novembre. Il a été arrêté le 7. Il a été enlevé dans la maison d'un ami qu'il avait rejoint parce qu'il attendait le député Jean-Paul Lecoq, le député communiste Jean-Paul Lecoq, qui avait décidé de venir soutenir ce camp de la dignité de Glémizic, et qui avait été arrêté à l'aéroport de Casablanca. Et donc Nama m'a téléphoné pour me dire, écoute, je suis à Layoun, la maison est encerclée, je vais être arrêté. Et effectivement, 5 minutes après, quand on a essayé de le joindre, il n'était plus joignable. Donc je sais exactement quand il a été arrêté, et c'est seulement 5 jours après, 5 longues journées, où on n'a eu aucune nouvelle. Il a disparu 5 jours. Il a été retrouvé devant le tribunal d'appel de Layoun. Il était torse nu,
couvert d'échymose, en short, et donc son avocat l'a vu de loin, puisqu'il y avait plein d'autres Sahraouis qui étaient là aussi. Et donc, on sait exactement quand il est réapparu, c'est-à-dire le 11 novembre, et il a été transféré par avion avec 6 autres camarades, où il a continué d'être torturé jusqu'à son arrivée à la prison Zaki, où il a été mis devant le juge d'instruction, et quand il était en sang, et quand il a dit, vous voyez comme dans quel état on est, eh bien le juge d'instruction a dit, mais je ne suis pas médecin. Et donc, et là, cette phrase, elle est particulière parce qu'elle... Voilà, elle exprime quelque chose comme du mépris, pire encore, de l'humiliation, de ne pas être reconnu dans sa torture. Ouais, puisque il dit finalement, c'est très dur de dire qu'on a été torturé à un juge d'instruction qui n'en tient pas compte une minute. Hein. C'est sa phrase même qui a été reprise dans le film. On bafoue les règles. Et donc, c'est vrai que quand on a porté plainte devant le comité contre la torture pour torture sur Nama, quand la plainte a été jugée recevable par le comité contre la torture de l'ONU à Genève, c'est sa dignité et la dignité de ses camarades qui a été retrouvée. D'où l'importance de faire appel à la justice pour des militants qui, eux, ne sont pas violents, contrairement à la violence coloniale du Marzen. Ouais, dans le documentaire, il y a un procédé de dessin qui reconstitue un peu les paroles. Scènes, et puis l'emprisonnement de votre époux Asfari Nama. Voilà, et c'est vraiment ces phrases qui ont été citées. Et on veut écouter ces phrases parce qu'on a un extrait qui nous a touchés. C'est quelque chose qu'on a jugé utile de le passer, de le partager avec l'ensemble des téléspectateurs parce qu'il y a à la fois la privation, là on va vous empêcher complètement de le voir, de lui rendre visite, ce sont des droits élémentaires donc, qui sont encore une fois bafoués et mis de côté. On va l'écouter et je voudrais vous écouter et parler de votre mari. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous écoutez ses paroles, quand il vous écrit? On regarde. Ma chère Claude, je ne compte plus les jours depuis que nous sommes enfermés. On doit se battre pour tout et contre tous, pour avoir une couverture, pour avoir des livres ou du papier pour écrire, pour avoir des soins médicaux. J'ai passé des mois à l'isolement, seul entre 4 murs, seul face à soi-même, sans rien pour s'occuper. Chaque heure est un long combat. Chaque jour nous éloigne un peu plus de la réalité. Je ne veux pas perdre pied, mais tellement d'incertitudes nous entourent. On nous a enfermés pour nous oublier. Malgré nos successives grèves de la faim, nous ne sommes pas entendus. J'aimerais que tu lances un appel à toutes les ONG pour qu'ils se mobilisent et demandent aux autorités marocaines notre libération immédiate ou un procès juste et équitable après, selon moi, des détentions préventives. Il y a de l'émotion parce que j'imagine que c'est un moment très triste parce que c'est votre époux. Hein. Vous parlez beaucoup d'amour et chaque vous dites fois qu'on empêche l'amour d'exister. Chaque fois que je passe ce film, et je l'ai passé des dizaines de fois devant tous les publics, et c'est vrai que maintenant, quand je le passe, je n'assiste plus à la projection, je reviens au moment du débat, parce que ça fait remonter trop d'émotions, et voilà, je pense que je dois garder mon énergie, je ne dois pas perdre cette énergie pour me battre. Donc c'est vrai que chaque fois c'est beaucoup d'émotions parce que c'est toute l'histoire de Nama, c'est notre histoire, parce que ce film il est le produit de toutes les visites que j'ai faites. Jusqu'en 2016, je suis allée 4 fois par an à chacune de mes vacances scolaires, et je partais avec un petit paquet de post-it qu'on me laissait rentrer avec un stylo, et je notais toutes ces paroles.
et j'avais le droit de les sortir. Donc Parce que lui n'avait pas le droit d'avoir du papier, un crayon, c'est ça? Alors pendant les 6 premiers mois, effectivement, ils n'ont rien eu à se mettre sous la dent. 6 mois sans papier, sans crayon, sans rien faire, tout seuls dans leur cellule, jusqu'à ce qu'ils fassent une grève de la faim de plusieurs semaines. Et là, ils ont retrouvé leurs droits. Et c'est vrai que c'était une période très difficile pour eux. Et donc après, on a pu y aller régulièrement, les rencontrer. Et c'est vrai que leurs conditions de détention s'est améliorées, c'est-à-dire que c'était vraiment le groupe de Gdémizik qui avait le droit d'avoir des visites de leur famille et même de leur parenté, même des militants. Et ça se passait pas si mal. Par exemple, on a célébré les 10 ans de mariage dans la prison. J'avais fait amener un énorme gâteau, où d'ailleurs j'avais écrit dessus, j'avais fait écrire Gdémizik. Les Marocains disaient, mais qu'est-ce que c'est ce prénom, on ne le connaît pas. Et voyez, et donc j'avais fait rentrer aussi un énorme bouquet de fleurs, et quand même ils se sont un peu méfiés, ils se sont dit, qu'est-ce que c'est, est-ce qu'il n'y a pas une petite bombe dans les fils de fer qui permettent à la belle gerbe de tenir. Et donc vous voyez qu'il y avait quand même quelques moments comme ça alors que les autres prisonniers marocains n'avaient droit qu'à une demi-heure, toutes les demi-heures ça tournait. Nous pouvions être dans notre coin, même à boire le thé. Donc, tout ça s'est terminé un beau jour pour le 2e procès. Et là, depuis le 2e procès qui a confirmé les mêmes peines que le 1er procès devant le tribunal militaire, la situation s'est extrêmement aggravée. Alors, de 20 ans à perpétuité, il y en a 9 qui sont condamnés à perpétuité, et mon mari a été condamné à 30 ans. Et c'est vrai que l'annonce de ces 30 ans, donc au mois de mars 2013, m'a mis très en colère, parce que Nama, lui, il trouvait ça très bien. Parce que pour lui, c'était la confirmation qu'ils étaient bien des prisonniers politiques, vu la lourdeur de la peine, étant donné que les 3 autres fois où il avait fait des peines de prison plus courtes, il avait toujours été accusé pour des choses totalement futiles, du genre il conduisait en état d'ivresse et il a attaqué au couteau une femme enceinte, des choses ridicules. Et là, ils étaient, si je puis dire, pris enfin au sérieux et avec des peines énormes. Et moi, j'avoue que le jour où donc j'ai appris cette condamnation, j'étais très en colère et j'ai dit à Nama, maintenant débrouille-toi, moi je ne veux plus rien entendre. Bon, on va vous enlever le droit d'accéder au territoire marocain. Et d'ailleurs, c'est ce film, je pense, qui a été un peu le déclencheur, et aussi parce que ce film est sorti en même temps que les experts du comité contre la torture de Genève ont, pour la première fois, condamné le Maroc pour fait de torture sur mon mari. Et c'est ça que le Marzen ne nous a jamais pardonné, c'est-à-dire que cette belle image lisse que le Maroc donne d'avoir ratifié toutes les conventions et que c'est l'exception au Maghreb, que c'est les meilleurs qui sont sur la route de la démocratie, etc., volait en éclats à cause de moi, à cause de Nama, à cause de la dénonciation de ce magnifique rassemblement pacifique à Gdémizik, qui avait prouvé au monde entier que les Sahraouis existaient, que c'était un peuple et qui demandait son indépendance, alors que le Maroc et que le roi du Maroc avait cru enfin avoir persuadé le monde qu'il n'y avait pas de Sahraouis, que c'était des Sahraouis marocains, comme il y a des Rifins marocains, et que le peuple sahraoui était finalement une tribu marocaine comme d'autres. Ouais, alors après, bien sûr, maintes reprises d'essayer les voies légales et procédurales pour avoir ce droit de visite à votre époux, à un membre de la famille, de votre famille, un membre proche. Et là, c'est pour ça que dans notre introduction, j'ai parlé de ce qui est plus grave, c'est rompre les liens familiaux, c'est de casser la cellule familiale. Parce que même selon le droit marocain, une épouse a le droit de voir son mari. Or, je n'ai pas le droit de le voir. Je pense qu'une Française dont le mari marocain est en prison a le droit d'aller le voir. Et moi, non. Pourquoi? Parce que mon mari est en prison pour la question du Sahara occidental et que c'est une question centrale au Maroc, puisque le roi a conditionné son trône à la récupération des provinces du Sud. Du coup, si le Sahara occidental devient libre, c'est le trône qui tombe. Et tous les discours du trône, il y en a 4 par an, sont des discours violents où il essaye de mettre tout son peuple derrière lui contre le bouc émissaire qui est le peuple sahraoui. Vous allez décider à entamer une grève de la faim. Oui. Et ça, à mon sens, c'est la décision très difficile, ultime et radicale qui
qui peut se retourner contre vous, contre votre santé, même contre votre vie, parce que vous pouvez y perdre votre vie. Comment est venue cette... Écoutez, j'ai été expulsée 3 fois, et donc 2 fois qui m'ont empêchée de participer au deuxième procès. Et donc quand je suis retournée pour la 4e fois, j'avais dit avec un très petit comité, c'est-à-dire le représentant du Polisario de l'époque et la responsable de l'association des Amis de la Rade, si cette fois ils m'expulsent une 4e fois, je me mets en grève de la faim illimitée. Et j'ai été expulsée, donc je me suis mise en grève de la faim. Et là, il s'est passé des choses extraordinaires pendant ces 30 jours. Nous nous sommes installés à la mairie d'Ivry. Le maire et tout son conseil municipal ont accepté de me recevoir parce qu'une grève de la faim qui n'est pas installée dans un lieu public où on voit que la personne vraiment fait grève ne sert à rien. Et donc, pendant 30 jours, j'ai vu défiler des centaines de personnes qui m'ont morté leur solidarité, y compris la solidarité algérienne, les Espagnols, les Italiens, et évidemment même des gens importants comme Madame Boumedienne. Voilà, les gens étaient assez admiratifs de cette Française qui se met effectivement en grève de la faim. Et même le gouvernement français, le ministère des Affaires étrangères, a envoyé son sous-directeur Maghreb et l'ambassadeur aux droits de l'homme du gouvernement français pour essayer de voir ce qui était possible de faire. Ils étaient quand même bien embêtés. Et finalement, c'est grâce encore une fois au député Lecoq qui, au bout d'un mois, a demandé dans la séance des questions à l'Assemblée nationale, à M. Le Drian, il lui a dit que Mme Mangin était prête à arrêter sa grève de la faim parce qu'elle faisait confiance au gouvernement français pour trouver les moyens de lui permettre de rendre visite à son mari, qu'elle n'a pas vu depuis 3 ans. Donc, effectivement, faisant confiance à mon gouvernement, j'ai accepté d'arrêter cette grève de la faim et j'ai mis encore beaucoup de temps pour aller le voir, puisque finalement, c'est en janvier 2019 que j'ai pu y aller sous l'égide du Conseil national des droits de l'homme. Et j'ai été très maltraitée pendant cette visite, pas à l'intérieur de la prison, où ça s'est très bien passé, mais à l'extérieur. Voilà, j'ai été suivie, exactement, j'ai été dénoncée auprès de mon gouvernement. Ça a été épouvantable et j'ai été diffamée dans la presse de caniveau du Marzen, le 360.mo. Si vous allez taper mon nom, vous verrez comment je suis traitée, comme l'épouse chrétienne de l'égorgeur sahraoui, vous voyez comme c'est sympathique. Et donc, c'est pour ça que 6 mois après, je suis retournée, parce que j'avais bien vu que ce n'était pas normalisé, pour voir si effectivement j'étais encore expulsée. Et c'est effectivement ce qui s'est passé en juillet 2019. J'ai été expulsée pour la 5e fois. Et donc là, j'ai porté plainte, j'ai fait un recours devant le tribunal administratif de Rabat, puisque quand on est expulsé, on a le droit de demander pourquoi. Et donc, j'ai pris un avocat que j'ai payé. Et donc, finalement, le jugement est très, très clair. Je suis un danger pour la sécurité intérieure et extérieure de l'État et un agent de trouble de la tranquillité publique. Donc, je ne suis pas acceptée sur le territoire marocain. Et c'est ce que me dit maintenant chaque fois le gouvernement français, par le courrier de M. Macron ou le courrier de M. Le Drian, le ministre des Affaires étrangères de l'époque, à qui je fais écrire par les députés et les sénateurs. Il est donc obligé de répondre. Et ils me répondent chaque fois que le Maroc est souverain et que donc je ne peux pas rentrer. Sauf que moi je réponds que c'est peut-être qu'effectivement je n'ai pas le droit d'aller là-bas, mais le problème c'est que le Maroc m'empêche en France de m'exprimer et a essayé plusieurs fois de m'empêcher de m'exprimer. Quand je passais le film, par exemple, le 2 décembre 2018, dans l'église du Temple Neuf de Strasbourg, le consulat de Nancy a envoyé 5 sbires avec une casquette rouge avec l'étoile verte du drapeau marocain pour faire un scandale en disant qu'ils n'avaient pas le droit de me donner la parole, que j'étais une personne mauvaise et que donc l'association des chrétiens pour l'abolition de la torture qui m'invitait était une belle association, mais que vraiment Madame Mangin était une personne. Et du coup, on a dû couper le micro et donc la soirée s'est arrêtée là. Ça a montré aussi à la centaine de personnes qui étaient là les méthodes en France du gouvernement marzénien. Et c'est ça que je ne supporte pas, c'est-à-dire qu'on veut me faire taire aussi en France et en Europe, puisqu'on m'a aussi reproché d'avoir pris la parole à la Deutsche Welle à Cologne quand le film est passé au Festival du film africain. Et voilà, et moi j'ai répondu à mon gouvernement, écoutez, que je ne puisse pas aller au Maroc, c'est quelque chose, mais que vous m'empêchiez, que vous me reprochiez, puisque c'est ce que le gouvernement français marocain a dit
au Quai d'Orsay que Madame Mangin vraiment exagère en parlant comme ça, écoutez, je suis française, je suis européenne, j'ai encore le droit de m'exprimer sur notre territoire. Et on va vous inviter, bien sûr, avec nos téléspectateurs, à écouter, vous écouter parler justement de votre époux, bien sûr, qui est emprisonné jusqu'à ce jour, que vous n'avez pas vu depuis très très longtemps. Bien sûr, je vais demander tout simplement à la régie de nous montrer cet extrait, parce que c'est là où on va bien sûr connaître votre histoire, comment vous l'avez connue, et comment bien sûr est venue cette, j'allais dire, affaire Asfari. De louer mon appartement. Je ne le connaissais pas avant, donc il m'a expliqué qu'il était en France depuis 1999, il est arrivé avec une bourse pour faire du français, et qu'il était en étudiant en droit international, il faisait ses études, il ne militait pas. Et personne ne le connaissait dans la solidarité sahraoui à l'époque. Et c'est à partir du moment où on a été mariés que je lui ai fait rencontrer les personnes de la solidarité, donc qu'on a créé cette association de Corelso en novembre 2004. Il était là à toutes les réunions, et puis après en mai 2005 il était à Laayoune au moment de l'intifada. Il faisait des allers-retours avec le Sahara occidental, avec l'Algérie aussi, pour les conférences. De le crier s'il le faut. Notre voix portera la voix du peuple. Ce sera un moment historique. J'espère que les observateurs internationaux viendront pour rendre de notre arrestation que le régime marocain a rendu son verdict d'une condamnation collective. Il a ainsi trouvé un motif pour nous prendre en otage. Un ordre politique qui dépasse de loin la compétence d'un juge d'instruction et du procureur général. Ce procès historique a changé l'image des Sahraouis pour toujours. Je ne regrette pas une minute d'être ici. J'ai réalisé un objectif de ma vie. Je n'attends rien. J'ai donné tout ce que je pouvais. Je me suis libéré. Cela m'a fait renaître. On a frappé l'ennemi au cœur de sa politique. On l'a fait exploser de l'intérieur. C'est ça l'affaire de Gdaï Mizik. Le campement et le procès. L'ennemi croyait détenir tout, mais son château s'effondre. Après votre grève de la faim, on comprend bien que, bien sûr, Nama est une personne engagée, convaincue de ce qu'il est en train d'accomplir pour son pays, pour son peuple. C'est une cause noble et valeureuse, et il y a de l'enseignement derrière, parce qu'on se rappelle de beaucoup de symboles de l'humanité qui ont subi le même sort, et je pense à Nelson Mandela, tout d'un coup, qui a bien sûr écopé de plus de 27 ans d'emprisonnement pour tout simplement abolir l'apartheid et revenir vers un monde où les hommes sont égaux, où les couleurs ne définissent pas les personnes et les personnalités et les caractères des gens. Après cette grève, il y a comme un nouveau souffle qui vous a porté. Ce sont ces gens qui ont cru en vous. Il y a la société civile. Vous mettez le doigt sur l'importance de la sensibilisation des sociétés civiles. Vous dites que c'est vrai que quand les médias parfois ferment le couvercle sur des questions comme ça pour des raisons qu'on ne connaît pas, et parfois même on connaît, parce qu'avec ce scandale de corruption bien sûr du Parlement européen, on va en parler, hein, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire, où le monde a tout simplement compris qu'aujourd'hui on est sur des méthodes de barbouze, des méthodes de voyous pour justement arriver à ses fins. Quelle est l'importance que justement vous attribuez bien sûr à l'engagement de la société civile, les associations, les personnes qui sont la proximité des pouvoirs publics au quotidien, qui peuvent leur dire non, on n'en veut pas, ça on n'en veut pas? Écoutez, effectivement, dans une démocratie, avec des citoyens qui élisent leur président et les députés, il s'agit de sensibiliser le maximum de gens pour que des scandales comme celui-ci, c'est-à-dire qu'un peuple depuis 30 ans attend que le référendum d'autodétermination ait lieu, et que le gouvernement français, enfin la France, qui fait partie du Conseil de sécurité, qui doit faire appliquer le droit international, ne le fait pas, que même en ce moment l'envoyé spécial de M. Guterres
Stéphane de Mistura n'a pas le droit d'aller en territoire occupé, nous les citoyens, on doit dire à nos députés, il faut bouger sur cette question de décolonisation inachevée, et plus on sera nombreux à demander ça à nos députés, plus on risque d'être entendu. D'où l'importance de ce film qui m'a permis de porter cette parole très loin et de me rendre compte à chaque fois, alors que c'est un public, normalement un public acquis, puisque ceux qui viennent à nos représentations, à nos projections, c'est forcément des gens qui connaissent les droits de l'homme, et chaque fois, ils sont complètement sidérés de voir par exemple le rôle du gouvernement français, passif, et qui même finalement soutient le Maroc dans sa politique de colonisation et continue avec l'Union européenne de protéger le pillage des ressources naturelles qui a lieu depuis des années et que même en ce moment où on voit que la Cour européenne de justice par 2 fois a condamné les accords de libre-échange entre le Maroc et l'Union européenne parce qu'ils sont sur 2 territoires distincts, c'est-à-dire que c'est bien la Cour européenne de justice qui dit que le Sahara occidental est un territoire distinct du territoire marocain, donc les produits qui viennent du Sahara occidental sont le fait de pillage illégal, et donc c'est un enrichissement illégal du Maroc et aussi des pays européens, puisque c'est nous qui allons pêcher au large des côtes sahraouis, c'est nous qui utilisons le sel pour saler nos routes en hiver, c'est le phosphate pour les engrais, etc. Donc on est complètement complices. Et bien là, maintenant, ça s'arrête puisque la Cour européenne de justice, cette année, en 2023, va définitivement condamner ce pillage et ces accords de libre-échange. Et là, on va pouvoir attaquer toutes les entreprises européennes qui font des affaires là-bas parce qu'elles font du trafic illégal et qu'il va bien falloir qu'ils remboursent et que le Maroc ne pourra plus tirer des ressources financières de ces ventes puisque ça va s'arrêter. Et que si le Maroc ne peut plus financer sa politique de colonisation avec des 300 000 militaires et autres milices et toutes ces colonisations de peuplement qu'ils ont installées là-bas, eh bien, il va bien falloir qu'ils changent de stratégie. Donc, effectivement, si vous rajoutez à ça le Maroc-Gate, je pense que le début de la fin de la colonisation du Sahara occidental est en cours. Est-ce que vous pensez qu'après l'éclatement, justement, du Maroc-Gate, de ces affaires de corruption médiatisées, tout le monde est au courant de ces pratiques, encore une fois, des pratiques de barbouze, de voyous, de corruption, quelque chose qui existe au sein de Parlement, c'est quelque chose de grave. Est-ce que vous pensez qu'il y a une révision de revoir sa position par rapport au Maroc, de retravailler cette image de ces pays qui prônent la démocratie, les valeurs de la démocratie, la transparence, l'égalité, la fraternité, la liberté? C'est sûr que la démocratie européenne dont on est si fier a pris un grand coup. Et d'ailleurs, les députés européens ont voté à quasi unanimité, sauf les 77 députés du Parti socialiste espagnol, cette résolution du 19 décembre, où ils dénoncent point par point toute cette politique de répression, de torture et d'empêchement de parole publique pour les Marocains au Maroc. Et maintenant, ce qui reste, c'est de dénoncer que la même chose qui est faite sur les Sahraouis, parce que c'est pour d'autres raisons, c'est pour une raison de décolonisation et non plus seulement de dictature ou de régime autoritaire tel que le Maroc le fait sur ses propres citoyens. Donc là, on a vu quand même que les 3/4 des parlementaires européens ont voté pour cette résolution, ce qui n'avait jamais été le cas à cause du fait que les autorités marocaines faisaient tout ce qu'il fallait pour que les députés empêchent toute résolution, toute motion d'arriver devant le Parlement européen. Et donc, c'est effectivement le Maroc-Gate peut-être, mais le Sahara-Gate, parce que c'était bien le Sahara occidental et la question du Sahara occidental qui étaient occultés par ces méthodes de corruption de députés trop nombreux qui ont accepté les cadeaux du Marzen. Et aujourd'hui, on voit que les députés sont en train de réviser leur position. D'abord, ils ont voté cette résolution, et puis maintenant, ils disent, il faudrait quand même qu'on fasse le ménage si on veut être élu
en 2024 parce que, effectivement, nous, les citoyens, on n'a pas élu nos députés européens. En leur représentant et c'est normal que... On n'a pas voté pour nos députés pour savoir qu'après, ils ne font pas leur travail. Non seulement ils ne font pas leur travail, mais en plus, ils continuent de véhiculer cette image positive du Maroc pour les vacances, partout sur les murs du métro. Tous les 2 mois, il y a une campagne touristique pour attirer les touristes français. Non, c'est pas ça. Et c'est vrai que nous qui dénoncions depuis 30 ans ces méthodes, nous n'étions pas entendus. On nous disait « Ah oui, mais vous êtes à la solde des puissances étrangères, vous êtes avec le Polisario, vous êtes des traîtres. » Non, moi, j'ai pas changé de discours. C'est eux qui sont en train de se rendre compte que tout ce que je disais était vrai et je continue de l'affirmer. Et maintenant, on voit bien avec ce qui est paru, par exemple, dans l'Humanité la semaine dernière, où Rosa Moussaoui met en cause le sénateur Cambon, qui est à la fois président du groupe d'amitié France-Maroc au Sénat et qui est président de la commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat, qui depuis 30 ans véhicule la propagande sans vergogne du Maroc pour empêcher toute parole qui viendrait du Sahara occidental. Et donc, voilà, c'est fini, c'est dénoncé dans les journaux français. Donc maintenant, je ne sais pas si la justice va poursuivre tous ces députés qui, depuis tant d'années, députés et pas seulement, il y a tout le showbiz, les artistes, les humoristes qui vont à Marrakech tous les 4 matins et qui véhiculent cette image d'un Maroc extraordinairement positive. Et même M. Sarkozy, Mme Guigou, ministre socialiste de la Justice du gouvernement de M. Hollande, sont invités au Crans-Montana à Darla et sont accueillis sur le yacht de Sa Majesté et proclament à la radio marocaine que le Sahara est marocain, que les provinces du Sud sont marocaines. Donc voilà, ça s'appelle de la corruption active par les plus hautes autorités de notre État français. Eh bien ça, de même que ce qui avait été dénoncé dans le livre de M. Tucois, journaliste au Monde, qui a écrit le livre en 2012, Paris-Marrakech, une affaire de réseau, c'est 200 pages où il dénonce un par un toutes ces personnes, avec leur nom, toutes ces personnes qui ont profité des largesses du Maroc, et donc ils n'ont jamais été attaqués en diffamation. Donc c'est bien que, et de même, que Omar Brouski, un journaliste marocain, a écrit aussi un livre plus récemment en citant les personnes, et donc pareil, il n'y a pas eu de procès en diffamation. C'est-à-dire que juste pas Pegasus, où là le Maroc essaye de se débattre sur tous les fronts pour montrer qu'ils sont victimes, eux, d'un complot et qu'ils accusent les journalistes français de 4 médias d'avoir inventé toute cette affaire de Pegasus. Et mon seul cas de Claude Mangin, petit professeur de la banlieue parisienne, parce que là, prouve... Vous nous racontez quelque chose d'extraordinaire, d'espionnage, comme dans des films d'avant. Absolument. Quand on m'a demandé mon téléphone pour qu'il soit traité par les services techniques de Amnesty International pour savoir s'il avait été espionné, je me suis dit, mais où on est, quoi. Quand la journaliste Élodie Guéguen de Radio France, du service Radio France d'investigation, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, effectivement, j'ai la liste des 120 connexions qui ont été faites sur mon téléphone pendant 9 mois, depuis le 8 octobre 2020 jusqu'en 17 juillet 2021, la date à laquelle le scandale a été dévoilé par Forbidden Stories et par Amnesty International. Eh bien, effectivement, j'ai été surveillée. Et qui d'autre que le Maroc aurait intérêt à surveiller Claude Mangin, si ce n'est parce que je suis l'épouse d'un Sahraoui qui se bat pour la liberté du peuple sahraoui. Sinon, personne n'aurait intérêt à me surveiller. Donc, rien que mon cas prouve que le Maroc est souverain en France, se permet de surveiller tout le monde, y compris M. Macron, ce qui est quand même assez extraordinaire. Mais aujourd'hui, un juge a été nommé suite aux plaintes que l'on a posées, mon avocat, Joseph Breham, mon maire, Philippe Buissou, le représentant du Polisario en France, M. Oubi Bouchraya, et Rosa Moussaoui, journaliste à l'Humanité. Nous avons tous les 5 porté plainte dans la même affaire et un juge d'instruction vient d'être nommé, M. Tourner, donc l'affaire est en cours. Donc, Madame Claude, il y a de la détermination, ça c'est sûr, il y a de la conviction parce que ce sont des causes justes.
La cause du peuple sahraoui est tout simplement juste et inadmissible que ce peuple subit encore cette colonisation par le Maroc. Donc le combat est tout simplement digne et valeureux. Je reste sur ce documentaire que j'espère qu'on aura l'autorisation de le diffuser sur Canal Algérie parce qu'il est très très intéressant. Dites-leur que j'existe. C'est un groupe de producteurs et de personnes qui ont épousé votre cause et celle de votre époux emprisonné. Je vous dis merci d'avoir accepté notre invitation. Ça a été un plaisir de vous accueillir ici à Canal Algérie. En Algérie, vous êtes venu, vous avez rencontré aussi des personnes. On vous a donné la parole et ça a coïncidé bien sûr avec le 8 mars et la semaine de mars et bien sûr la célébration peut-être des droits des femmes. Moi j'aime bien les droits des femmes sahraouis. Des femmes sahraouis. Si courageuses. Oui, parce qu'on les voit justement dans le documentaire et on voit la souffrance, mais pas que, parce qu'il y a de la résilience, il y a du courage, il y a de la détermination. Et un jour ou l'autre, le peuple sahraoui aura son indépendance et sa liberté. Je remercie bien sûr toute l'équipe qui nous a soutenus ce dimanche soir exceptionnellement sur Canal Algérie. Moi, je vous donne rendez-vous bien sûr comme à l'accoutumée dans votre émission 21 Boulevard des Martyrs les vendredis soirs à partir de 21h. Vous avez les salutations de toute l'équipe. Nabil Tribache, merci pour la réalisation. Hassiba Hasnaoui, merci pour l'assistanat et la coordination. À la semaine prochaine.